Nous reprenons. Deuxième heure. Question. Pourquoi un médiéviste, ou qui que ce soit, devrait-il s'intéresser à un philosophe autrichien né en 1838 à Marienberg et mort en 1917 à Zurich? Franz Brentano. Pour 4 raisons au moins. Premièrement, il est le premier des modernes et le dernier des aristotéliciens. On pourrait dire aussi qu'il est le dernier scolastique ou le dernier représentant d'une certaine tradition antico-médiévale et aussi le premier des modernes. Premier des modernes, qu'est-ce que ça veut dire? Deuxième point, deuxième raison de s'intéresser à ce philosophe. Il est au point de départ, et cela est reconnu par tout le monde, de 2 courants philosophiques majeurs d'aujourd'hui, la philosophie analytique et la phénoménologie. Troisièmement, il a fondé ou co-fondé la psychologie moderne et ou la philosophie moderne de l'esprit, l'actuelle philosophy of mind. Quatrièmement, il a forgé un des concepts fondamentaux de la philosophie moderne sur lequel nous nous attarderons longuement. Brentano est un philosophe qui a changé de théorie dans bien des domaines et sur bien des fronts, en passant de ce qu'on appelle le conceptualisme au réisme. Le conceptualisme est une position philosophique dont nous avons tracé l'histoire, partiellement l'histoire, l'an dernier, en partant de Victor Cousin et de sa reconstruction de la querelle des universaux, c'est le sujet du séminaire, sur la base d'une tripartition entre nominalisme, conceptualisme et réalisme. Brentano, disais-je, est un philosophe qui a changé de théorie à diverses reprises, en passant donc du conceptualisme de sa jeunesse au réisme. Le réisme est une position philosophique qu'il ne faut pas confondre avec le réalisme. Nous y reviendrons, mais il faut quand même en dire un mot d'emblée. Si l'on adopte la périodisation de 2 des grands spécialistes de Brentano et de la philosophie autrichienne, M. Schrudzimski et M. Smith. Les Anglais ont l'art du camouflage, n'est-ce pas? Smith, c'est quand même plus facile à retenir. Mais bon, l'évolution de Brentano s'est faite en 3 étapes. Donc, conceptualisme de 1862 à 1874, réisme à la fin, de 1904 à 1917, entre les deux, ontologie de l'intentionnalité, 1874-1904. Ceci est la thèse de Schrudzimski et de Barry Smith dans l'article qu'ils ont rédigé sur l'ontologie de Brentano, du conceptualisme au réisme, dans le grand compagnon, c'est-à-dire le cambridgien à l'étude de Brentano. Cambridge s'écrivant sans trait d'union, il y a là une faute de frappe de ma part et non pas un effet retard de Hannah Arendt et du tiret de la représentation. Je ne mets pas de tiret partout quand même. Bon. Cambridge, non, c'est mal tapé.
Donc, ceci nous donne une perspective sur l'évolution de ce grand philosophe. Cela ne vous dit rien de ce qu'est l'ontologie de l'intentionnalité, on va en reparler probablement dès aujourd'hui, mais du réisme, cela ne vous dit rien du tout, sauf que je vous indique en 4 lignes qu'on appelle réiste la doctrine affirmant qu'il n'existe rien de non réel, ou bien encore que seules les choses, res, existent, ou que rien n'existe qui ne soit une chose. Il n'y a pas de non réel. Voilà la théorie réiste. Alors c'est une ontologie qui décape, n'est-ce pas? Et on aura l'occasion d'en reparler. Mais avant de parler de tout cela, je veux noter ceci avec vous, c'est qu'avant 1904, c'est-à-dire avant la conversion, si je puis dire, la révolution réiste, avant la conversion de Brentano au réisme, les concepts fondamentaux qu'il avait mis en place dans son œuvre maîtresse de 1874, vous voyez donc à la jointure de la période dite conceptualiste et de la période dite ontologie de l'intentionnalité, les concepts fondamentaux donc qu'il avait mis en place dans l'œuvre maîtresse de 1874, la psychologie d'un point de vue empirique, lui avait permis de réaliser une partie du programme formulé dans cette œuvre, donner une nouvelle division des phénomènes psychiques contre celle que l'on établit communément. Cette orientation vers la psychologie est importante. À la fin du XIXe siècle, beaucoup pensent que la psychologie est appelée à prendre la place de la métaphysique, ou même plus radicalement, qu'elle va en débarrasser l'humanité. La psychologie va débarrasser l'humanité de la métaphysique. Brentano fonde et donne une impulsion décisive à la psychologie philosophique, sans pour autant, bien au contraire, sacrifier la métaphysique. Je dirais qu'il leste la psychologie de métaphysique. Cela tient évidemment, enfin, c'est peut-être pas si évident que ça, mais enfin, en tout cas, à coup sûr, cela tient à sa formation scolastique. Brentano a été un prêtre catholique qui a quitté l'Église lors de la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale. Donc il a rompu avec l'Église catholique à cette occasion. Donc, mais, rupture ou pas, il avait reçu une formation scolastique et une culture aristotélicienne. Il cultive donc à la fois et d'emblée psychologie et métaphysique. Quelques repères. En 1862, il publie ce qu'on appelle sa dissertation, von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles, sur la signification multiple de l'être ou de l'étant chez Aristote. En 1867, il publie, et d'abord soutient et écrit, son écrit d'habilitation, Habilitationsschrift, die Psychologie des Aristoteles, insbesondere seine Lehre vom Nous Poietikos, nebst einer Beilage über das Wirken des aristotelischen Gottes. Bon, donc, son habilitation porte sur donc de 1867 porte sur la psychologie d'Aristote et tout particulièrement sur la théorie aristotélicienne du nous poietikos, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'intellect agent, et bien entendu cela se prolonge dans une réflexion sur l'activité das Wirken,
du dieu d'Aristote. Ces deux œuvres aristotéliciennes donc, précèdent et fondent le texte de 1874, la Psychologie vom empirischen Standpunkt. La classification des psychischen Phänomene, des phénomènes psychiques, est la grande affaire de Brentano dans les années 1870. L'année 1874 est décisive dans l'histoire de la philosophie de l'esprit. Elle voit la parution, quasi simultanée, des deux piliers de la psychologie moderne. L'œuvre de Brentano, la psychologie d'un point de vue empirique, vom empirischen Standpunkt, et celle d'orientation tout opposée, mais tout aussi épocale, c'est-à-dire faisant tout autant époque que Brentano, l'œuvre donc de Wilhelm Wundt, W-U-N-D-T, Wundt, Grundzüge der physiologischen Psychologie, les éléments de psychologie physiologique. C'est-à-dire Wundt est allemand. On a d'un côté donc la psychologie empirique et de l'autre ce qu'on appelle la psychologie expérimentale. On a souvent du mal à distinguer empirique d'expérimental, mais là vous devez le faire puisque carrément les deux œuvres fondatrices de la psychologie moderne s'avancent, si je puis dire, sous ces deux intitulés distincts en une alternative bien tranchée et sans compromis. Un des grands psychologues du début du XXe siècle, Titchener, écrit en 1921 « C'est l'un ou l'autre, il n'y a pas de voie moyenne entre les deux. Vous êtes soit disciple de Brentano, soit disciple de Wundt. » C'est l'article très célèbre de Titchener dans l'American Journal of Psychology de janvier 1921, intitulé Brentano and Wundt, Empirical and Experimental Psychology. Chacun des deux psychologues et philosophes, mais pour Brentano, fourbit durablement ses armes. Brentano refondre substantiellement son livre de 1874 en 1911. Et Wundt, de son côté, ne donne pas moins de 5 éditions du sien entre 1874 et 1911. L'année 1911 est capitale, à son tour, puisque c'est celle de la refonte par Brentano de sa psychologie, de son redécoupage et de l'ajout de très importants appendices. La refonte de la psychologie en 1911 est un événement dans l'histoire de la philosophie autrichienne et de la philosophie de l'esprit. Elle scelle la scission, si je puis dire, de la psychologie brentanienne empirique en deux branches, la psychologie descriptive et la psychologie génétique. L'œuvre alors, nous n'avons pas le temps d'examiner cela, la distinction entre psychologie descriptive et psychologie génétique, nous y reviendrons, mais je vous signale qu'il existe, sous la plume de Lucie Gilson, dans l'ouvrage intitulé « La psychologie descriptive selon Franz Brentano », vous avez un compte-rendu très précis, page 80-81 de ce livre paru en 1955 dans une indifférence à peu près totale. Vous avez un compte-rendu assez détaillé de l'évolution de la psychologie brentanienne. Pour ce qui nous occupe ici, il faut encore noter que l'œuvre que nous lisons aujourd'hui, et qui est traduite en français, qui a été traduite en français par Maurice Patronnier de Gandillac, l'œuvre que nous lisons aujourd'hui est due à Oskar Kraus, un disciple de Brentano, qui a rassemblé un certain nombre de ses essais et de ce qu'on appelle les dictées de Brentano,
puisque, je vous le signale, si vous ne le savez pas, dans les dernières années de sa vie, Brentano était devenu aveugle. Donc, il dictait ses textes, et donc on parle souvent de ses dictées, et chaque dictée est numérotée, n'est-ce pas, et constitue un des appendices, donc, qui sont insérés dans la dernière édition de la psychologie d'un point de vue empirique en 1924. Donc, Brentano est mort depuis plusieurs années. Cette édition due à Oscar Kraus comprend donc un premier ensemble, d'abord le texte original, puis un premier ensemble d'appendices qui sont joints au deuxième tome, et un deuxième ensemble d'appendices dans un troisième tome intitulé De la conscience sensible et noétique vom sinnlichen und noetischen Bewusstsein, qui était prévu donc en plus abondante, mais dont seul un bout a été publié par Kraus. Donc, il y a encore un important Nachlass, une œuvre posthume de Brentano qui se trouve consignée dans de nombreux manuscrits qui sont conservés à Harvard. Alors, j'ouvre donc 3 éditions de la psychologie, 1874, 1911, 1924. Seules les 2 premières sont du vivant de Brentano. J'ouvre la psychologie du point de vue empirique, livre 2, chapitre 1er, intitulé « Différence entre phénomènes psychiques et phénomènes physiques ». Pardonnez-moi, David, comme le temps pour moi s'est arrêté, il serait souhaitable que quelqu'un fût assez aimable pour me faire un signe au moment où l'irréparable sera sur le point d'être commis, à savoir un dépassement d'horaire. Donc, j'ouvre la psychologie du point de vue empirique, livre 2, chapitre 1er, intitulé « Différence entre phénomènes psychiques et phénomènes physiques ». Brentano y traite la question. Ah, voilà une initiative dont je vous remercie, monsieur, et je m'engage à restituer cette montre devant tout le monde, n'est-ce pas? Brentano, donc, qui traite la question, qui a assuré le succès de son livre et l'existence et la permanence de sa conception de la psychologie dite empirique dans ses diverses dimensions descriptives et génétiques face à la psychologie expérimentale de son grand rival allemand, Wundt. Les 2 hommes majeurs, donc, fondatrices de la psychologie moderne, comme je disais tout à l'heure, dans sa polarité la plus large, parue la même année, 1874. Donc, la question qui a assuré le succès du livre de Brentano est toute simple d'une certaine façon, elle est la suivante. Y a-t-il un critère du psychique par rapport au physique? Comment distinguer ces 2 classes constituant le monde des phénomènes, les phénomènes physiques, les phénomènes psychiques? Allons au début du chapitre 1er, donc paragraphe 5 du livre 2. Brentano se demande comment définir, c'est-à-dire caractériser exactement les phénomènes psychiques. Quels critères positifs, j'insiste sur ce terme, quels critères positifs retenir? Y a-t-il seulement des marques positives du psychisme? Point d'interrogation. C'est ce que conteste Alexander Bain. Il nie qu'une définition du psychique soit possible. Welches positive Merkmal werden wir nun auszugeben vermögen, oder gibt es vielleicht gar keine positive Bestimmung, die von allen psychischen Phänomenen gemeinsam gilt? Alexander Bain meint in der Tat, es gäbe keine. Il soutient qu'il n'y en a pas. Quel caractère positif, Merkmal, marque distinctive, pourrions-nous proposer? Ou bien serait-ce que peut-être il n'existe aucune définition positive valable pour tous les phénomènes psychiques? Eh bien, c'est ce que pense Alexander Bain. Il n'y en a pas. Brentano a déjà évoqué Bain dans les premières lignes du livre 2
dès la première page du chapitre 1er, il remarquait que la confusion régnait en ce qui concernait la délimitation des deux domaines. Et que, alors physique et psychique, hein, et que d'éminents psychologues, voilà le mot que je cherchais, d'éminents psychologues auraient peine à échapper aux reproches de contradictions internes. Et en note, n'est-ce pas, comme unique illustration de ces éminents psychologues qui auraient bien du mal à échapper aux reproches de contradictions internes, il citait les différentes définitions données par Alexander Bain dans un de ses derniers ouvrages physiologiques, Mental Science, paru à Londres, dit Brentano, en 1872. Bon. Mais, disons, c'est contre l'impossibilité de donner un critère positif de définition du psychique, une positive Bestimmung, que Brentano concentre ses analyses et son argumentation. La thèse de Bain, fondateur de Mind, la plus grande revue de l'époque, tient le haut du pavé. Quoi qu'il en dise, cependant, souligne Brentano, d'autres psychologues, quoi qu'en dise Bain, d'autres psychologues ont dans le passé soutenu la thèse inverse. Nicht desto weniger, néanmoins, haben schon Psychologen älterer Zeit auf eine besondere Verwandtschaft und Analogie aufmerksam gemacht, die zwischen allen psychischen Phänomenen bestehe, während die physischen nicht an ihr teilhaben. Maurice de Gandillac traduit. Des psychologues de l'Antiquité n'en ont pas moins noté la parenté et l'analogie particulière qui existent entre tous les phénomènes psychiques, tandis qu'on ne la rencontre pas, cette parenté et cette analogie particulière, évidemment, dans les phénomènes physiques. Alors, ältere Zeit, ça n'est pas obligatoirement l'Antiquité. Ce sont des temps plus anciens, qui sont donc ces psychologues qui, je dirais, dans le passé, autrement dit, avant la modernité, et non pas dans l'Antiquité, ont su trouver ce que les modernes, comme Alexander Bain, le prestigieux fondateur de Mind, n'ont pas su trouver. C'est ce que nous verrons ici même en archéologue et en médiéviste, car vous imaginez bien que c'est vers le Moyen-Âge que nous allons remonter, suivant les pas éclairés, si j'ose dire, de Brentano. Mais pour bien comprendre la portée de l'analyse et du scénario médiéval de Brentano, qui est une véritable leçon d'histoire de la philosophie et un geste épocal, véritablement, la faisante époque d'où procède rien de moins, je le disais tout à l'heure, que la possibilité de la phénoménologie et la réalité d'une partie de la philosophie moderne dite analytique, eh bien, pour bien comprendre la portée et l'analyse de ce scénario brentanien, il faut examiner de près la position de Bain. Il faut être honnête, voir ce que soutient l'adversaire. Bain, Alexander Bain, est un grand auteur, et il a donné plusieurs éditions de son œuvre maîtresse, The Senses and the Intellect. La première est parue en 1855, la troisième, je mentionne celle qui diffère vraiment de la première, est parue en 1868, donc 1855-1868. Brentano se réfère manifestement aux deux, comme il l'avait déjà fait, on l'a vu tout à l'heure, avec la critique der Urteilskraft de Kant. C'est cette troisième édition de 1868 de The Senses and the Intellect qui a été traduite en français par Émile Honoré Cazel, bien oublié aujourd'hui, sous le titre « Les sens et l'intelligence », et qui a été publié à Paris en 1874, donc, par la librairie elle-même, bien oubliée aussi aujourd'hui, Germer Beyer. Ne me demandez pas
plus de détails là-dessus, je les ignore. Traduction à laquelle je me réfère, cela dit, d'après la version ultérieure, reprise et publiée en 1895 à Paris par l'éditeur de la philosophie à cette époque, Félix Alcan. Enfin, tous les philosophes étudiants en philosophie avaient à une époque des textes de Félix Alcan. Bon, alors maintenant ça s'est un peu perdu, mais en tout cas, Cazel, traduction Cazel. Je signale qu'il existe une édition anglaise et une édition américaine de Bain. L'édition américaine, la troisième édition américaine, datant elle aussi de 1974. Outre les sens et l'intellect, Senses and the Intellect, Bain a également publié, dès 1868, Mental Science, qui est le premier, je crois, best-seller de la psychologie, que Brentano, on l'a vu d'emblée, connaît également et discute. Quelle est la position de Bain? On dira qu'elle ressemble beaucoup à celle de Kant et à ce qu'en tire Arendt, même si sa propre tripartition des facultés psychiques ne se ramène pas à celle de Kant. De fait, et à l'évidence, Bain soutient une version personnelle des points 2 et 3 de Kant et Arendt, à savoir, je vous le rappelle, l'indérivabilité mutuelle et l'irréductibilité à un tiers des activités et facultés psychiques. Pour être clair, voici les thèses fondamentales de Bain, dont Brentano va s'emparer pour les réfuter et, ce faisant, introduire la réponse révolutionnaire à laquelle son nom reste attaché. Je note ces thèses, donc T1 et T2, T1 pour Bain numéro 1, T2 pour Bain numéro 2, et c'est contre elles que Brentano construit tout son édifice. Voilà les deux thèses de Bain. Thèse 1, qui comporte deux affirmations. L'esprit a une définition négative, donc pas positive. Il a une définition négative par opposition à la matière. L'esprit, c'est quoi? C'est ce qui reste quand on a supprimé la matière. Il n'a pas de définition positive. Deuxièmement, s'il n'a pas de définition positive, s'il n'a qu'une définition négative sur le mode du « c'est pas la matière », qu'est-ce qu'il y a? Il y a une division. L'esprit se laisse juste diviser sous trois chefs, feeling, volition, thought or cognition. T2, Bain 2, et ce sont les expressions de Bain. Il n'y a aucun trait commun, aucune caractéristique commune embrassant tous les phénomènes mentaux. Deuxièmement, les trois classes de phénomènes, feeling, volition, thought or cognition, ne s'impliquent pas mutuellement. Ça doit vous rappeler le point de départ qui a été le nôtre tout à l'heure avec Arendt via Kant. Il n'y a aucun trait commun, aucune caractéristique commune embrassant tous les phénomènes mentaux. Les trois classes de phénomènes, feeling, volition, thought or cognition, ne s'impliquent pas mutuellement. Comment Bain établit-il ces deux thèses? Voici l'ensemble de son argumentation dans donc, la troisième édition de Senses and the Intellect, auquel vous pouvez accéder aujourd'hui, distinguée en 10 points. Alors, les arguments de Bain, je ne sais pas si on va les voir. Oh, bon, oui, si on fait à peu près. Enfin, bon, oui, si ça se voit quand même, non? Là, moins, peut-être. Je pense qu'il vaut mieux baisser l'abat-jour. Donc, position du problème. Il existe une pluralité de termes désignant les opérations et les phénomènes qui constituent l'esprit. Pluralité de termes. En français, sentiment, pensée,
mémoire, raison, conscience, imagination, vouloir, passion, affection, goût. Vous avez la même chose en anglais. Les opérations et les appearances, les apparences, les phénomènes qui constituent l'esprit sont indiqués par des termes tels que feeling, thought, memory, reason, conscience, imagination, will, passions, affections, taste. Une définition de l'esprit cherche à comprendre en peu de mots, par une généralisation appropriée, la famille complète des faits mentaux en excluant tout ce qui présente un caractère étranger. Alors, va-t-on arriver à une telle définition? Avançons. Argumentation, donc. Premier pas. On oppose communément l'esprit à la matière, mais plus correctement à ce qu'on appelle le monde externe. Mind is commonly opposed to matter, but more correctly to the so-called external world, le monde extérieur. Deuxième point, esprit et monde extérieur, externe, sont des opposés qui se définissent l'un l'autre. Connaître l'un, c'est connaître les deux. Vous avez en dessous, sous le titre Cazel, les traductions données par Cazel pour chacun des points que j'évoque. Troisième étape, le monde externe, ou dans un idiome plus philosophique, le monde objectif, littéralement le monde-objet, se distingue par une propriété appelée étendue, qui appartient aussi bien à la matière résistante qu'à la matière non résistante, l'espace vide. Alors, the object, comma, world, virgule, world, est misprint, mais pas de mon fait, comme on le voit en comparant avec divers autres passages, c'est bien the object world que veut écrire Bain, le monde-objet. Le monde interne ou monde subjectif, vous retrouverez dans l'anglais la même virgule intempestive, le monde sujet est notre expérience de tout ce qui n'est pas étendu. Donc, le monde subjectif ou interne est l'expérience que nous avons de tout ce qui n'est pas étendu. Vous voyez à quel point, là, tout le monde connaît cela nécessairement, la distinction entre la res extensa et la res non extensa, qui est la chose pensante, est présente ici, en sous-main. Le monde subjectif se définit par une double négation. Il n'est ni matière ni espace. Citation, un arbre qui possède une étendue est une partie du monde objectif. Un plaisir, une volition, une pensée sont des faits du monde subjectif ou proprement de l'esprit. Cazel en bas, qui traduit correctement monde sujet. L'esprit est donc, c'est le cinquième point, définissable en première instance par ce que Bain appelle la méthode du contraste, the method of contrast, comme un restant, un reste, un reminder. L'esprit est donc définissable en première instance par la méthode du contraste comme un restant, c'est ce qui reste quand on a soustrait le monde objectif de la totalité de l'expérience consciente. Une espèce d'époqué, mais n'allons pas trop loin. Grâce à sa propriété, l'étendue, le monde objectif se laisse facilement définir ou circonscrire. Son corrélatif, l'esprit, peut donc être lui aussi circonscrit avec la même exactitude. Il est tout ce qui n'est pas étendu. Cette définition négative, si précise soit-elle, n'est cependant pas complète. Elle n'indique pas l'intégralité, dit Bain, du champ d'investigation.
En effet, même si l'on remplace les termes externes et internes par ceux plus philosophiquement corrects de sujet et objet, on doit admettre que l'expérience objective, autrement dit de ce qui est étendu, reste une expérience consciente. Autrement dit, qu'elle est d'une certaine façon aussi esprit. Donc, même si l'étude des propriétés objectives relève des diverses sciences, celle des fondations ou principes doit être ramenée à celle de l'esprit. On a là l'amorce faisant de la psychologie la science fondamentale en tant que science des principes de toutes les autres sciences. Ainsi comprise, la psychologie va occuper la place qu'occupait auparavant la philosophie première ou la métaphysique. Cousin Victor opposera les deux avant que les polémiques sur le psychologisme et le logicisme prennent le relais. On y fera allusion probablement à la fin de l'année. On se rapproche des choses décisives. Il n'y a donc pas de définition positive du mental. On a su, dit Bain, jusqu'ici regrouper dans un petit nombre de propriétés générales les épisodes proprement mentaux, leur énumération, qui à proprement parler n'est qu'une division, et tout ce que l'on peut offrir en guise de définition positive de l'esprit. Donc, pas de définition positive du mental. On ne peut qu'énumérer des propriétés générales. Ce point décisif acquis, Bain entame sa classification. Il n'y a que 3 classes de phénomènes mentaux. Alors, c'est le point 8, les phénomènes de l'inétendu ou sujet qu'est l'esprit sont couramment regroupés sous 3 chefs, sentiment, vouloir et pensée. Le premier chef est le sentiment, qui comprend donc, sans s'y réduire, les plaisirs et les peines, les émotions, les passions, les affections et les sentiments, terme évidemment qui nous pose un problème puisque on a à la fois en anglais feeling et sentiment, mais en français on n'a qu'un mot, sentiment. Donc on a un peu de difficulté là de vocabulaire. Le second chef, bon, ce n'est pas le plus difficile, mais le second chef est la volition, volonté ou le vouloir, qui embrasse la totalité de notre activité en tant qu'elle est régie par nos sentiments. La volition ou le vouloir qui embrasse la totalité de notre activité en tant qu'elle est dirigée par nos feelings. Et enfin, le troisième chef, le troisième type de phénomène, c'est la pensée, l'intellect ou la cognition. Thought, intellect or cognition. Les sensations ne forment pas une 4e classe. Elles se rangent en partie sous le chef du sentiment, en partie sous le chef de la pensée. Elles sont hybrides. Conclusion. Les 3 classes de phénomènes ont toutes des caractéristiques distinctives. La somme de ces propriétés est une définition de l'esprit. Elle consiste dans l'énumération positive de ses qualités les plus générales. Conclusion la plus importante, il n'y a aucun fait ou propriété unique qui englobe les 3 classes. There is no one fact or property that embraces all the 3. On peut bien avoir un seul nom, dit Bain, pour désigner le tout de ces 3 classes, comme esprit, ou bien le sujet, ou bien l'inétendu, ou bien la conscience de soi. Cela, dit Bain, n'implique pas qu'il y ait une unique
propriété générale qui épuise le tout. Deuxième conclusion, 10.2 sur mon schéma. Les trois classes ne se mélangent pas. La volition est distincte du sentiment, même si elle le présuppose. La pensée n'est pas nécessairement impliquée dans l'une des deux autres propriétés. Il y a des sentiments sans pensée, des actes de vouloir sans pensée. Le texte de Bain a eu un large retentissement, notamment en France, où depuis les premiers éloges de Victor Cousin, l'école écossaise avait, si l'on ose dire, pignon sur rue. Je rappelle que des philosophes français font partie de l'école écossaise, Jouffroy et d'autres. En témoigne évidemment la traduction de Bain par Cazel, celle de Thomas Reid par Jouffroy, celle de Hamilton par Pes. La réaction de Brentano, en revanche, est de part en part critique. Dans la psychologie d'un point de vue empirique, Brentano formule deux thèses qui contredisent mot pour mot celle de Bain. C'est dans ce cadre qu'il introduit le concept sur lequel repose sa réfutation. Ce concept est un concept médiéval. Ce concept est ce qu'il appelle à l'époque d'un terme d'une formidable ambiguïté et malheureuse ambiguïté qu'il nous faudra longuement commenter ici et tracer archéologiquement. L'in-existence intentionnelle. L'in-existence intentionnelle, que nous appelons aujourd'hui plus simplement intentionnalité. Ce que Brentano soutient contre Bain, c'est qu'il y a une propriété unique embrassant les trois classes de phénomènes psychiques distingués à partir d'elle. Il y a une propriété unique. Chez Bain, le problème de la définition du psychique n'ouvre pas réellement sur celui de la division des opérations mentales. Les deux se confondent, puisqu'on n'a pas d'autre définition positive de l'esprit que sa division en facultés. Chez Brentano, le problème de la définition du psychique ouvre réellement sur celui de la division des opérations mentales, puisqu'il y a une définition positive de l'esprit et une propriété unique embrassant toutes les activités mentales ou psychiques, celles que les psychologues des temps plus anciens, et non pas de l'Antiquité, avaient su reconnaître, à savoir l'intentionnalité. Voici les deux thèses de la psychologie d'un point de vue empirique, 1874, que Brentano oppose terme à terme à celle de Bain. Je note avec une étoile la thèse T1 pour Brentano 1 et avec une étoile la thèse T2 pour Brentano 2, qui sont la première un anti-Bain 1 et la deuxième un anti-Bain 2. On pourra ensuite comparer les deux cartons. T1, étoile, il y a plusieurs définitions négatives de l'esprit, toutes sujettes à critique, mais il y a une définition positive de l'esprit et ou du psychique qui, correctement formulée, devrait et doit pouvoir s'imposer à tous. La division de l'esprit et ou des phénomènes psychiques doit être entièrement repensée sur cette base. Deuxièmement, T2, étoile, il y a un trait commun embrassant et définissant tous les phénomènes psychiques. Il y en a même 2, 3, finalement 4, mais le principal est le premier. C'est l'inexistence, qu'il vaut mieux écrire avec un tiret, intentionnelle. Pourquoi faut-il un tiret? Pour ne pas confondre inexistence, c'est-à-dire le fait d'exister dans, avec inexistence, c'est-à-dire le fait de ne pas exister. Malheureusement, Brentano a choisi un terme qui, probablement pour un Allemand, ne pose pas de problème, mais qui, pour un Français, enfin pour un germanophone, ne pose pas de problème, mais inexistence, bon, mais qui, pour un Français ou un francophone, en pose inexistence, dit pour nous immédiatement non-existence, et non pas
le fait d'exister dans, ou d'être contenu dans, ou d'exister en étant contenu dans. Bon, certes, mais enfin, et je n'y peux rien, n'est-ce pas, le premier et le principal trait qui embrasse et définit à titre commun tous les phénomènes psychiques est l'inexistence intentionnelle. Deuxième point de T2 étoile, anti-Bain, les phénomènes psychiques sont interdépendants ou intercorrélés, ils s'impliquent les uns les autres selon des modalités diverses. On ne peut pas faire plus opposé à Bain que cette thèse de Brentano. Alors, évidemment, il faudrait avoir le temps de présenter les éléments de critique de Bain par Brentano, mais je saute et conclus là-dessus au texte dans lequel Brentano introduit cette notion d'inexistence intentionnelle, car c'est probablement un des passages les plus importants de l'histoire de la philosophie moderne. 5 lignes, et vous allez voir que... Alors, voilà le texte, la définition de l'intentionnalité. Jedes psychische Phänomen ist durch das charakterisiert, was die Scholastiker des Mittelalters die intentionale, auch wohl mentale Inexistenz eines Gegenstandes genannt haben und was wir, obwohl mit nicht ganz unzweideutigen Ausdrücken, die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt, worunter ihr nicht eine Realität zu verstehen ist oder die immanente Gegenständlichkeit nennen würde. Alors, traduction de Maurice de Gandillac, ce qui caractérise tout phénomène mental, c'est ce que les scolastiques, c'est à nouveau une erreur de frappe, c'est dommage qu'il y ait dans le seul texte où il faille mettre un tiret, j'en ai mis 3. Les scolastiques, pas de tiret, du Moyen-Âge, pas de tiret, nommaient l'inexistence, tiret, intentionnelle ou encore mentale d'un objet, et que nous décririons plutôt, bien que de telles expressions ne soient pas dépourvues d'ambiguïté, comme la relation à un contenu ou la direction vers un objet, sans qu'il faille entendre par là une réalité, ou encore une objectivité immanente. Bien sûr, avec le reste d'énergie que vous avez, et que je sens monter jusqu'à moi, vous avez noté que jedes psychische Phänomen n'est pas tout phénomène mental, mais bien tout phénomène psychique. Et c'est ce qui explique que dans la révision que Jean-François Courtine a faite de la psychologie au point de vue empirique, qu'il a rebaptisé psychologie du point de vue empirique pour qu'on ne confonde pas les deux traductions, eh bien, on a, comme il se doit, ce qui caractérise tout phénomène psychique, c'est ce que les scolastiques du Moyen-Âge ont appelé l'inexistence intentionnelle ou encore mentale d'un objet, et que nous pourrions appeler nous-mêmes, en usant d'expressions qui n'excluent pas tout équivoque verbal, la relation à un contenu, la direction vers un objet, sans qu'il faille entendre par là une réalité, ou objectivité immanente. Nous reviendrons évidemment sur ce passage qui est très riche, très complexe et très chargé d'histoire. Tout phénomène psychique contient en soi quelque chose à titre d'objet. Voilà la manière d'entendre l'inexistence intentionnelle. Tout phénomène psychique contient en soi quelque chose à titre d'objet, mais chacun le contient à sa façon. Et il y a 3 classes de phénomènes psychiques, on l'a dit. Nous y reviendrons alors non pas la semaine prochaine, où il n'y a rien, ni cours, ni séminaire. La prochaine séance du cours est le 27 janvier. Donc, repos, si j'ose dire. Vous pouvez fumer la semaine prochaine. Merci à vous.